peu les interventions. Peut-être qu'en fait, au niveau du public, il est un peu restreint ce soir, comme vous pouvez voir. Ça vient peut-être du fait que les réseaux ne fonctionnent pas encore comme auparavant. C'est possible que ça soit ça. C'est ce qu'on disait avec Marie Saracol. C'est très questionnant et donc il faudra qu'on se voit pourquoi ça n'a pas marché vraiment comme on voulait. Juste une petite rétrospective peut-être pour ceux qui sont là pour la première fois. Merci à l'édition des Trois Canards d'être avec nous, d'avoir été avec nous toute la journée quand même. Le centre ADEOS a été inauguré en 2017, hein, c'est ça? Voilà. Et si nous sommes dans la bande dessinée, c'est grâce aussi à Jean-Paul Jenquin, qui nous avait invités pour les premières fois sur le stand LGBT BD. Et on était arrivé avec nos prospectus ADEOS. Et c'était pas évident de faire la prospection d'ADEOS pendant la bande dessinée. Donc, avec Sœur Marie Saracol, alias Pascal, donc on a pensé qu'il fallait éditer quelque chose qui soit en cohérence avec la bande dessinée, d'où le cahier BD des diversités que vous avez vu, qui est dans le centre. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé l'aventure, et c'est grâce à Jean-Paul que nous avons pu pour la première fois faire une revue qui s'appelle le cahier BD des diversités. On ne savait rien faire en fait. Merci Jean-Paul d'avoir fait ça. Je passe la parole à Novice Marie Saracol. Voilà, je vais dire le point essentiel des choses. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir aux autres. Bon, moi, j'ai toujours rêvé de faire la speakerine avant de faire la speakerine. Alors, ce soir au programme du Off de Ouf, nous recevons le sémillant et le ravissant monsieur Jean-Paul Jenquin, qui va nous parler donc ce soir de Stuck Rubber Baby, qui est aux sélections patrimoine, à la sélection officielle du FIBD. Voilà. Et donc, tu as été le traducteur. Oui, alors, une petite précision. Si certains d'entre vous ont l'impression d'avoir déjà vu ce bouquin sous un autre titre, c'est parce qu'il est déjà effectivement paru en français, il y a très longtemps, en 2001, sous le titre « Un monde de différence ». Mais en fait, cette nouvelle édition a été entièrement remaniée, la traduction a été entièrement remaniée également, puisque j'étais déjà le traducteur et que je le suis encore, mais qu'on a complètement retravaillé le livre. Et je pense que c'est l'occasion d'une redécouverte. Et c'est ça qui est formidable, c'est que ce bouquin, je l'ai vu paraître en anglais en 1996, je l'ai traduit en français donc à la fin des années 90, et maintenant aujourd'hui ça fait partie du prix du patrimoine, puisque le prix du patrimoine est un des prix du FIBD pour les livres qui ont, je crois, plus de 10 ans ou 15 ans, je ne suis pas sûr du tout. Eh bien, on est passé de l'underground LGBT à maintenant au patrimoine. On fait partie du patrimoine FIBD. Pinkwashing de la part du FIBD ou réelle intention de mettre la communauté LGBT à l'honneur, ça peut être un sujet de débat. On est là pour en parler ce soir. Je crois pas quand même, parce qu'il y a eu tout de même des prix à des livres LGBT dans les années passées. Par exemple, Le bleu est une couleur chaude, qui avait eu un prix, je crois, en 2012, quelque chose comme ça. Donc, non, en fait, et déjà, sous son titre Un monde de différence, ce livre avait eu un prix, mais c'était le prix de l'Association des critiques de bande dessinée. Donc, qui était un prix un peu parallèle, mais qui est toujours décerné et qui est un gage de qualité quand même. D'accord. Ce bouquin-là fait aussi le lien entre toutes les communautés, qu'elles soient LGBT ou pas d'ailleurs. Ça parle vraiment du droit civique aux États-Unis, de l'évolution des droits civiques aux États-Unis et des combats par rapport à ça. Tu dis avoir remanié la traduction et qu'est-ce qui change? Est-ce que il y avait des choses au niveau du message qu'il fallait changer ou... Alors là je dirais c'est de la tambouille de traducteur. C'est-à-dire que tout traducteur, tout comme n'importe quel auteur, est mécontent de ce qu'il a fait immédiatement après l'avoir fini. Et
sais qu'il y a des dessinateurs et des dessinatrices dans la salle, et quand vous revoyez ce que vous faisiez il y a seulement 6 mois, 1 an, 2 ans, etc., vous dites « Comment ai-je pu laisser passer des choses aussi épouvantables ?» Et ben pour les traducteurs, c'est pareil. Et donc, sauf que, évidemment, quand on remanie un travail datant d'il y a 20 ans, là c'est à la puissance 10, évidemment, mais en plus, d'un autre côté, quand un éditeur vous paye pour faire le travail de refonte, retravail, etc., et bien là, on peut justement faire profiter le moi-même d'il y a 20 ans de l'expérience du moi-même d'aujourd'hui, et aussi des nouvelles technologies. Ça, j'en parlerai au niveau de choses comme le lettrage, des choses comme ça. Donc c'est un peu une occasion assez inespérée. Je sais que, par exemple, j'ai beaucoup de camarades qui travaillent dans le domaine de la science-fiction, de la fantasy, et à qui on demande maintenant des fois de retravailler des traductions anciennes qu'ils ont faites ou que d'autres ont faites, d'auteurs classiques de la science-fiction par exemple. Et c'est toujours quelque chose de bien, et aussi quelque chose qui permet de faire des choses différentes, parce que le public a changé en une vingtaine d'années. On a plus de connaissances en France de certains aspects de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passait aux États-Unis à une certaine époque. Et par exemple, un truc tout bête, quand j'ai commencé à faire de la traduction, et j'en fais toujours, de BD Disney avec Donald, Picsou, etc., de temps en temps, on tombait sur une histoire qui se passait au moment d'Halloween. Et dans les années 90, on était obligé d'expliquer ce que c'était qu'Halloween, parce que personne ne savait en France. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin, on dit, voilà, c'est Halloween, et puis tout le monde s'est déguisé. Et donc, oui, comme tu le disais, 20 ans après, est-ce qu'on voit toujours de la même façon cette époque-là? Est-ce que ça change la façon de traduire cette œuvre en disant on va le mettre à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu en tant que traducteur, des tentations de dire ça c'était plus trop d'actualité, ou c'est voilà. Mais en même temps l'œuvre était faite, donc j'imagine qu'on ne pouvait pas changer le synopsis, mais est-ce que l'éclairage était différent? C'est ça ma question. Oui, enfin, disons que cette œuvre donc, est sortie en 1996 aux États-Unis, et elle a eu, au moment des 25 ans, une nouvelle édition, et rien n'a changé par rapport au livre, puisque, en fait, je vais y venir, il s'agit d'une histoire qui se passe déjà dans le passé, du narrateur qui raconte des événements qui lui sont arrivés au début des années 60. Donc, simplement, ce qui a changé pour moi en tant que traducteur, c'est que j'ai pu relire ça vraiment du point de vue du français, de la langue française. Parce que je collais beaucoup moins à la langue anglaise. Parce que quand on fait une première traduction, on a l'anglais en tête, très fort. Et là, j'ai pu le relire en tant que francophone et dire, oui, bon là, peut-être que cette tournure, ceci, cela, mais la forme, enfin, il n'y a rien eu à changer à ce niveau-là. C'est un peu comme, par exemple, Mouse de Art Spiegelman a été traduit au moment de sa sortie dans fin des années 80, début des années 90. On n'a pas besoin de remettre à jour cette traduction, quoi. Elle reste d'actualité, tout comme l'œuvre reste d'actualité. D'ailleurs, est-ce que tu dirais que cette œuvre, elle est quelque part un peu historique, puisqu'elle retrace la porosité entre les combats LGBT et les combats contre le racisme, et de ces mouvements d'acquisition de droits civiques? Est-ce que tu dirais qu'elle est un instantané de cette époque-là? Quel commentaire tu ferais sur ça?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que entre le moment où l'éditeur m'a sollicité pour refaire le bouquin, il s'est passé Black Lives Matter. Et donc le bouquin est devenu d'une brûlante actualité. Et là, pour le coup, c'est bon, on n'a pas fait exprès, mais on a sorti le livre au moment où les gens avaient conscience des violences énormes, des violences racistes qu'il y a dans la société américaine. Et donc, ce qu'on se rend compte, en fait, en lisant ce livre, c'est qu'aujourd'hui, on peut protester contre ces violences, mais qu'à l'époque, le fait même de protester contre ces violences, c'était déjà risqué de subir soi-même la violence. Donc, quelque part, il y a... c'est un livre d'histoire, c'est-à-dire qui nous remet en mémoire le fait que la situation d'aujourd'hui, elle a des racines très 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 profondes, et d'ailleurs qui ne commencent pas à cette époque-là. Mais ouais, tu nous parlais tout à l'heure de la partie technique de ta traduction et des avancées techniques. On a vu que l'éclairage est hélas toujours d'actualité sur ces questions-là, que ce soit pour les personnes racisées ou LGBTQIA. Et du coup, voilà, c'était ça la question, de savoir si ces nouveaux éclairages, c'est le fait que l'actualité se répète et se répète encore malgré. Voilà. Est-ce que tu es assez optimiste ou pessimiste sur les questions vraiment militantes de cette œuvre, de dire est-ce qu'on a avancé ou pas depuis cette époque? Je crois qu'on ne peut pas lire ce livre sans en ressortir optimiste, parce que c'est un livre très optimiste, malgré toutes les horreurs qui peuvent se passer dedans, parce que il y a un message et aussi une vision du monde qui est profondément humaine, et d'ailleurs qui touche tous les personnages, pas juste les gentils, mais aussi les méchants, dont on voit que, quelque part, ils ont aussi une cohérence, quoi. Bon, mais ça, je ne vais pas spoiler le bouquin, mais à partir de ce moment-là, quand même, on voit que les choses peuvent changer pour le meilleur, et je pense que c'est vraiment l'un des messages de ce livre, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau institutionnel. C'est vrai que c'était une époque qui était plus dure, et à la fois où il y avait plus d'enthousiasme, et plus, il me semble, enfin c'est ce qui ressort de ce bouquin, de se dire ils y croyaient plus fort, ils étaient plus optimistes à cette époque-là qu'à notre époque. Et quand on revoit la répétition de l'histoire et la triste actualité, montre que je sais pas, il y avait un espèce de lumière, de feu sacré. C'est à peu près la même époque où les sœurs sont arrivées en France, pour te dire. Il y avait cette espèce d'envie d'en découdre quelque part et de changer les choses, de changer le monde. C'est ce qu'on voit un peu moins aujourd'hui. Mais du coup, est-ce que tu dirais que c'est un livre qui pourrait ressusciter de l'espoir et être à nouveau montrer en tout cas aux jeunes que si on veut, on peut changer le monde, quoi. Complètement, absolument, oui. D'ailleurs, en fait, c'est peut-être un peu mon introduction. Je vais peut-être prendre parce que, en fait, ce livre, l'action de ce livre se passe dans une période qu'on a appelée plus tard les années Kennedy. Donc, vous voyez,
John Fitzgerald Kennedy, élu président des États-Unis, qui a donc été président de 1961 à ce triste jour de novembre 1963 où il a été assassiné à Dallas, Texas. Le reste de la présidence a été terminé par son vice-président Lyndon Johnson, qui a été lui-même ensuite élu président de 64 à 68, avant que l'Amérique ne prenne un tournant plus à droite avec Richard Nixon à partir de 1968. Et à cette époque, donc, depuis la fin des années 50, enfin le milieu des années 50, il y a un grand mouvement aux États-Unis pour que les Noirs bénéficient vraiment de leurs droits civiques. Parce que c'était établi après la guerre de sécession une sorte de réaction contre le fait que brusquement tous les esclaves du Sud étaient devenus des hommes libres, mais bon, pas question de les laisser voter. Et donc, au sud de ce qu'on appelait la Mason-Dixon Line, la ligne Mason-Dixon, dans les anciens États confédérés, les Noirs, en fait, on avait trouvé toutes sortes de moyens de les empêcher de voter. Tout comme, dans notre présent, les républicains ont trouvé le moyen d'empêcher de voter toutes sortes de gens qu'ils ne veulent pas voir voter. Alors, en fait, si vous avez regardé un petit peu les planches qui sont exposées, on a choisi... Oh là là, on a choisi comme extrait un extrait qui est déjà assez avancé, puisque vous voyez, c'est dans le chapitre 13. Et en fait, la scène se passe dans l'un des clubs gays, enfin, plutôt même le club gay de la petite ville de Clayfield. Enfin, la petite ville, c'est pas une petite ville. En fait, elle est fortement inspirée de Birmingham, qui était une ville d'Alabama, où l'auteur a grandi. Et à Clayfield, il y a un bar gay, évidemment, c'est pas ouvertement gay, en ce sens que c'est pas écrit bar gay, il n'y a pas de drapeau arc-en-ciel, puisque c'est bien avant Stonewall. Mais c'est un endroit où se côtoient donc les gays, les lesbiennes, les gens ouverts d'esprit. Et aussi, chose très importante, les noirs et les blancs. Il n'y a pas de ségrégation dans cet endroit-là. Et la scène commence quand Esmeraldas est en train de faire un numéro de drag en utilisant, évidemment, décidément, il veut absolument me spoiler, en utilisant une chanson de Doris Day, Que sera cela, quand j'étais une petite fille. I asked my mother what will I be, que j'ai demandé à ma mère qu'est-ce que je serais, et pendant qu'il est en train d'imiter Doris Day, arrive un monsieur qui est connu de tout le monde. C'est le révérend Arlen Pepper, qui est vraiment la cheville ouvrière du mouvement pour les droits civiques à Clayfield. Et Arlen Pepper est obligé d'interrompre la soirée parce qu'il s'est passé une chose terrible. Il y a eu une bombe qui a été mise dans un motel de Clayfield
un motel qui est bien connu pour être un lieu où se retrouvent des gens qui sont proches du mouvement pour les droits civiques. Voilà, décidément. Hein. Attends, Jean-Paul aurait peut-être réglé l'ordinateur. Oui. Voilà. Voilà. Oui, justement, en fait, c'est pas en mode diaporama que je voudrais qu'il c'est en. Voilà. Et donc, Arlen Paper est venu chercher son fils, Les, dont il sait bien qu'il est homosexuel, mais enfin bon, il ferme l'œil là-dessus. Donc, parce que donc, il y a eu cette bombe qui a été mise dans le motel, et qu'il y a eu des victimes, etc., et que lui, en tant que leader du mouvement, il est obligé d'y aller, et puis d'apporter du réconfort aux personnes, etc. Et évidemment, tout cela a été causé par... évidemment, la bombe a évidemment été mise par des blancs extrémistes, probablement proches du Ku Klux Klan, et qui cherchent à étouffer dans l'œuf le mouvement qui est en ce moment à Clayfield, qui est un mouvement de boycott des transports en commun et des boutiques du centre-ville de Clayfield par la communauté noire. Et parmi l'assistance se trouvent divers amis de Les donc, et du révérend Paper, dont Toland Polk. Toland est le héros de Stock Rubber Baby. C'est lui qui, très âgé, de 20-25 ans plus âgé, raconte toute cette histoire de sa jeunesse. Et Toland est gay, plutôt homosexuel, et pour le moment, il est encore très profondément enfoui dans le placard, mais il commence justement à se dessaler un petit peu en sortant avec ses amis dans ce club. Et donc, tout ce petit monde se rend dans l'hôpital, enfin déjà au motel, puis à l'hôpital où sont soignés les survivants de l'attentat, puisque c'était bel et bien un attentat. Et cet attentat a particulièrement touché les membres d'un chœur, donc de jeunes gens qui chantaient pour le mouvement. Et dans cette situation gravissime, absolument horrible, Toland, lui, se sent qu'il ne se sert pas à grand chose. Et que franchement, il peut pas faire quelque chose, et il voudrait pouvoir faire quelque chose, parce que il voit bien, il est jeune lui aussi, il voit tous ces gens qui essayent de faire quelque chose pour que le monde change en mieux, et puis il n'a pas beaucoup de possibilités. La seule possibilité qui lui est donnée ce soir-là, c'est de donner un coup de main, demander à quelqu'un si on a vu une autre personne. Bref, il finit par trouver refuge dans un escalier où le révérend Pepper est en train de faire un petit break, et il commence à avoir une discussion avec le révérend Pepper.
Et en fait, cette scène, si on l'a choisie pour l'exposer, pour vous exposer un peu ce livre, à nous le présenter, c'est parce qu'elle est assez représentative d'une œuvre qui est quand même assez complexe, avec beaucoup de personnages. Dans l'édition américaine, la couverture montre... on va y arriver... Voilà la couverture de la première édition américaine. Et vous voyez, il y a une masse de personnages dont certains se distinguent parce que ce sont les personnages principaux, mais en fait, tous les personnages ont une importance, même des personnages très, très mineurs. Dans cette histoire, tout le monde... Enfin, il n'y a pas de personnages secondaires qui sont juste là pour remplir un rôle. On sent que chaque personnage a une histoire, est intervenu à un moment dans l'histoire de Toland, mais que, à part ça, ils ont leur propre vie, les propres choses qui leur sont arrivées. Alors, l'histoire de Toland, ce n'est pas l'histoire de son créateur, mais elle est très fortement inspirée par les expériences du créateur en question, Howard Hawks. Howard Hawks qui malheureusement a trouvé le moyen, Howard, de mourir quelques mois avant la nouvelle édition française de Stock Rubber Baby. Ce qui fait qu'en fait, j'avais déjà prévu de parler de Howard et de ce livre il y a quelques années de ça. J'avais proposé, je pense que Gérard, tu t'en souviens peut-être, de faire une conférence sur lui. Et puis bon, le livre est paru plus tard que prévu, et puis Howard, lui, est mort plus tôt que prévu. Ce qui peut arriver, mais bon. Et donc, au final, ben voilà, on en parle au passé. Alors, Howard Hawks, qui est-ce ? Alors, c'est la personne qui a été appelée le parrain de la bande dessinée gay aux États-Unis. Je ne saurais pas minimiser son importance dans l'histoire de la BD LGBT, parce que elle a été essentielle. Pourquoi ? Alors, pour vous situer un peu, Howard Hawks, donc c'est un gars qui est né de mémoire, je dirais en 1944, je crois. Là, évidemment, je ne connais pas tout par cœur. Bon, on va dire 44. Si je l'ai vieilli, il viendra m'embêter la nuit. Et il est passionné très tôt par le dessin, par les comics, etc. Il veut en faire son métier. Et le calcul est relativement vite fait. En 1944, il se retrouve étudiant, 8 et 4, 12, dans les années Kennedy. Donc forcément, le personnage de Toland est fortement inspiré de lui. Et Howard, après ses études, va devenir donc professionnel de l'illustration et de la bande dessinée, et va un temps aller à New York, et d'ailleurs il se trouvera à Stonewall le jour des émeutes de Stonewall. Mais le problème, c'est qu'il avait pris du LSD avec des copains ce jour-là, et donc il s'est absolument rendu compte de rien. C'est-à-dire qu'ils étaient là, ils étaient sortis complètement éclatés au LSD, et puis ils voient oh, far out, ces gens qui sont en train de faire une émeute dans la rue et tout, et ils sont là.
génial, groovy et tout. On était en pleine période hippie. Alors, cela dit, Howard n'a pas pu rester très longtemps à New York vers 69. Il est revenu dans le sud, où il a travaillé à la télévision, par exemple, à faire des séries pour enfants, des choses comme ça, mais il a et également des bandes dessinées dans la presse locale. Et puis, dans le courant des années 70, il a commencé à avoir aussi des bandes dessinées publiées sous forme de comics. Alors, de comics qu'on appelait à l'époque underground. C'était une forme de comics qui s'était développée dans les années 60. Et Howard, lui, avait créé le personnage de Barefoots, vous voyez, qui est une sorte de personnage un peu lunaire, qui est entouré de personnages tout aussi farfelus que lui. Et Barefoots avait parmi ses amis un peintre, un artiste donc, qui s'appelle Headrack. Et dans Barefoot's Funnies, je crois que c'est dans le numéro 2, eh bien, on apprend que Headrack est gay. Et il fait... et toute l'histoire, donc, se passe avec Headrack qui essaye d'exprimer quelque chose à propos de son âme, de son militantisme, de tout ce qu'il voudrait exprimer et qui n'arrive pas à sortir. Et à cette époque-là, dans les années 70, le fait de faire une histoire avec, comme ça, un personnage où il est question de gay, etc., ça revenait à laisser entendre que peut-être on l'était soi-même. Parce que il n'y avait absolument aucun dessinateur de BD, en tout cas de BD mainstream ou même de BD underground, qui était gay ou en tout cas qui était ouvertement gay. Il y avait même, tout comme dans la BD traditionnelle mainstream, dans l'underground, il y avait quand même un certain sexisme et une certaine homophobie qui régnait même à cette époque. Sauf que l'éditeur de Howard, un gars qui s'appelle Dennis Kitchen, lui voulait faire progresser la bande dessinée underground dans des territoires qu'elle ne connaissait pas jusqu'à cette époque-là. Et donc, à un moment donné, il s'est dit j'aimerais bien publier un comics qui serait consacré on ne disait pas encore LGBT, aux gays. Et donc, il va voir Howard et il lui dit, écoute, on pourrait peut-être essayer de faire ça si toi tu veux bien en être le rédacteur en chef. Alors Howard a bien réfléchi, parce que c'était pas évident. Est-ce que ça venait être le rédacteur en chef d'un truc qui allait s'appeler Gay Comics, ça revenait à dire qu'il était gay, à faire son coming out professionnel, qui n'avait rien d'évident à la fin des années 70, même dans un milieu soi-disant progressiste comme le milieu underground. Et le résultat a été donc Gay Comics. Alors là, vous voyez que la couverture n'est pas de Howard Cruz, mais de Rand Holmes, qui était un artiste canadien bisexuel. En fait, l'éditeur ne savait, comme il n'y avait aucun auteur de BD ouvertement gay, lesbienne ou ceci ou cela, il a fait un mailing, il a pris son carnet d'adresses, il avait un carnet d'adresses absolument énorme,
il a envoyé une lettre à tout le monde, tous les auteurs et autrices qui connaissaient, en disant bon, je ne sais pas si c'est susceptible de vous intéresser, mais si c'est le cas, voilà, on va faire un comics qui s'appellera Gay Comics. Et ben, il y en a qui ont répondu positivement, il y en a qui ont dit mais pourquoi tu m'as envoyé ce truc-là, tu crois que je suis pédé ou quoi? Je l'ai envoyé à tout le monde, et puis voilà, si t'es pas content, c'est le même prix. Voilà ce qu'il leur a dit. Et donc, en fin 1980, est paru le premier numéro de Gay Comics, et il y a eu ensuite un numéro tous les ans. Et Howard y a fait dans le numéro 1 une histoire extrêmement importante qui s'appelle Billy Goes Out. Billy est sorti, qui raconte la soirée d'un jeune gay qui a perdu récemment son compagnon et qui essaye de trouver un peu d'intimité en allant draguer, en allant sortir et en allant essayer de faire des rencontres. Et ce qui est formidable dans cette histoire, c'est qu'on voit tout le temps en parallèle à quoi pense Billy quand il s'habille, sort, etc., rencontre ses voisins, patati patata. Et c'est une histoire profondément humaine et un peu triste, mais on se dit, bon, que Billy finira par retrouver un nouveau compagnon. Et puis bon, en 1984, Cruz a fait une histoire à propos intitulée Safe Sex, parce que entre-temps le sida était arrivé. Et c'était une histoire très, très décousue, avec simplement des images, des gens en train de dire des choses, etc. Mais il n'y avait pas d'histoire proprement dite, c'était une sorte de collage. Et à un moment, on voyait quelqu'un dans le noir qui disait « Billy est mort ». Et alors, je peux vous dire que j'ai lu ça en 1984, et j'en ai été sur le cul. Parce que Billy, je le connaissais. Vous voyez, c'était un gars dont j'avais lu, relu et relu l'histoire. Et tout à coup, ben, le sida, ça prenait un visage, ça prenait... Alors, Howard est resté donc rédacteur en chef de Gay Comics pendant 5 numéros. Et puis il est parti pour une autre aventure dans la revue, enfin dans l'hebdomadaire généraliste, enfin, c'était pas un hebdomadaire, ça paraissait toutes les 2 semaines, The Advocate, qui était le grand journal d'information gay aux États-Unis. Et il a créé un strip qui s'appelle Wendell. Et Wendell, c'est la vie quotidienne et les aventures humoristiques d'un rouquin, un sympathique rouquin, qui s'appelle Wendell. Et au début, les 3-4 premiers gags, c'était des histoires de drague qui tournent plus ou moins bien, etc. Et puis à un moment donné, Wendell rencontre Holly Chalmers, qui est un aspirant acteur de théâtre qui est également, qui a aussi un job alimentaire dans une boutique de photocopie. Et très vite, ils vont se mettre en couple et Wendell va devenir une sorte de soap opéra où on va découvrir, rencontrer, suivre la vie quotidienne de Wendell et de ses amis. Alors ici, c'est une séquence où, lors d'une soirée, donc Holly discute justement de Wendell avec une des collègues de Wendell qui
travaille avec lui, parce que Wendell travaille dans un journal gay, et avec un gars qui a été le premier amant de Wendell, et qui est revenu habiter dans leur quartier d'enfance, et qui est atteint du sida. Et en fait, ils échangent leur point de vue sur ce garçon qui est très attachant, mais aussi qui a l'air de venir de la planète Mars, osons le dire. Donc, Wendell a fait l'objet de recueils, et la bande a continué jusqu'au début des années 90, et à ce moment-là, Cruz s'est lancé dans un autre projet qui a été Stock Rubber Baby. Alors, déjà, il ne faut pas sous-estimer le truc. Je veux dire, voilà Cruz qui, petit 1, donc, crée pratiquement le premier comics gay aux États-Unis et même international, qui a rassemblé toute la BD LGBT dans les années 80 et jusque dans les années 90 à travers ses diverses incarnations. Donc c'était vraiment un pilier, ça a inspiré du monde dans le monde entier. Moi le premier par exemple, parce que quand j'ai créé mon premier fanzine Bulgay, c'était en m'inspirant de Gay Comics. Et à un moment donné, je lui ai écrit à Cruz et je lui ai dit je voudrais publier une de vos BD dans mon fanzine photocopié à 100 exemplaires, minable. Et il m'a très gentiment répondu, pas de souci, pas de problème. Donc j'ai traduit ça, j'ai lettré ça, et c'est paru donc à l'époque en français. Et ensuite, il a fait donc cette bande Wendell, qui elle aussi a été la première de nombreux soap-opéras gays mettant en scène un groupe de personnages montrant vraiment la vie de personnes LGBT. Et par exemple, Alison Bechdel, avant de devenir l'autrice de Fun Home et d'autres livres formidables, a été l'autrice de la série Dykes to Watch Out For, sortie en français sous le titre Gwyn à suivre. Et c'est clair, elle avait vu les bandes de Cruz. Enfin, vraiment, Cruz a influencé absolument tout le monde dans le milieu LGBT. Et donc, au début des années 90, il laisse tomber de nouveau le projet sur lequel il était, donc Wendell, qu'il aurait pu continuer pendant encore très longtemps, pour se lancer dans un projet, alors là, un peu dingue, celui d'un roman graphique de plus de 200 pages. Et en fait, il va proposer ce roman graphique à une firme dont on ne s'attendrait pas du tout à ce qu'il publie des romans graphiques à thématique gay, DC Comics, qui est l'éditeur américain de Superman, de Batman, etc., etc. Et non, ce n'est pas parce qu'il savait des choses sur ce qui se passe véritablement entre Batman et Robin dans la Batcave qu'il a réussi à se faire publier par DC. Je vous explique. Dans les années 80, il y a eu toutes sortes de grands romans graphiques qui sont parus aux États-Unis, en particulier les 3 gros morceaux qui ont été Dark Knight Returns de Frank Miller, Watchmen de Alan Moore et Dave Gibbons, et Mouse d'Art Spiegelman. Et Mouse d'Art Spiegelman a montré qu'il y avait un public pour des romans graphiques à thème sérieux, parlant de choses qui concernent pas seulement les gens qui s'intéressent aux super-héros en collant ou sans collant. Et donc, DC a créé, était déjà
créait des labels spéciaux pour certains types de projets qui ne rentraient pas dans le cadre des histoires de super-héros. Et ils ont créé, au début des années 90, un label qui s'appelait Piranha Press, avec à sa tête un gars qui s'appelait Mark Nevelo, qui a publié des choses vraiment très originales. Cruz va le voir, lui propose son projet, et son projet, c'est donc un roman graphique qui deviendra Stuck Rubber Baby. Et Nevelo lui dit ok, on va le faire. Et à partir de ce moment-là, évidemment, comme quand on signe avec une maison d'édition, on a une avance. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Parce que Cruz avait prévu qu'il lui faudrait 2 ans pour faire son bouquin. Au final, il lui a fallu 4 ans pour faire son bouquin. Donc, il a fallu qu'il finance Stuck Rubber Baby quand il est arrivé au bout de son avance. Il l'a fait, par exemple, en obtenant certaines aides, mais aussi en vendant à l'avance des planches originales qui n'étaient pas encore parues. Donc des gens achetaient la planche avant même qu'elle ne soit parue. Et donc, je dois dire que ça a vraiment cassé financièrement Cruz à cette époque-là, d'autant que, évidemment, il travaillait à plein temps là-dessus. Ça voulait dire qu'il ne pouvait pas faire toutes les sortes de boulots d'illustration commerciale, etc., qu'il aurait pu faire pendant ce temps-là. Et donc le bouquin sort quand même en 1996, Stuck Rubber Baby. Il est très bien accueilli par la critique, mais ça n'a jamais été un best-seller. Mais par contre, c'est quand même un long-seller. C'est, je pense, que ce qui a nui au succès commercial de ce livre, c'est que c'est beaucoup de choses en un seul bouquin. C'est-à-dire, ça commence, d'abord, c'est un roman d'apprentissage. Toland Polk, jeune adolescent, adolescent gay dans le placard, apprend à s'assumer, rencontre des personnes différentes, a ses premières expériences homosexuelles, et finit au contact des militants qu'il rencontre et qui se sont parfois mis en danger, voire en danger mortel, pour faire avancer la cause de la justice, par dire ouvertement et publiquement son homosexualité. Et tout ça est raconté par un Toland Polk de 25 ans plus âgé, qui désormais vit en couple avec un autre monsieur, visiblement dans une ville du nord des États-Unis, et il repense aussi à cette époque qui était l'époque de sa jeunesse. Donc il raconte tout ça à un intervieweur qu'on ne verra jamais. Peut-être qu'il le raconte au lecteur, on ne sait pas. Et il le raconte d'une manière qui fait que on voit que ce Sud, qui est un endroit très dur, donc où se passent des choses absolument horribles, est aussi un endroit très attachant, où l'on rencontre des gens absolument merveilleux. Et donc il y a ce mélange, il n'y a pas de bon et il n'y a pas de méchant. C'est-à-dire, si vous avez lu Mouse, vous avez dû voir que c'est très étonnant parce que Art Spiegelman nous raconte comment son père a survécu à l'Holocauste, et on voit que finalement, s'il a survécu, c'est grâce à certaines qualités, mais aussi à certains défauts. Parce que le père d'Art Spiegelman, Vladek, n'est pas toujours un gars très, très sympa,
que ce qui lui a permis de survivre, c'est aussi ses défauts, et que donc c'est un être humain, quoi, qu'on ne... Et donc, dans Stock Rubber Baby, c'est la même chose. Toland Polk, quand même, qu'est-ce qu'il est énervant. Et ça, je peux vous le dire, parce que donc j'ai traduit l'histoire, et ensuite j'ai retravaillé la traduction, comme je vous l'ai dit. Et donc, il y a franchement des moments où on a envie de lui donner des claques. Et alors, surtout, parce que, c'est là qu'on y vient, pourquoi ce titre de Stock Rubber Baby? Ben, dans l'histoire, Toland essaye désespérément de se prouver à lui-même et au monde qu'il n'est pas homosexuel, qu'il lui faut rencontrer la bonne personne du sexe féminin, et il se persuade qu'il est amoureux de Ginger. Ginger est une nana absolument extraordinaire. Elle est douée, elle est talentueuse, elle est musicienne, elle chante, et elle chante en particulier pour les causes militantes. Elle est intelligente, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, surtout par Toland. Et il finit par se persuader qu'il en est amoureux. Et à un moment donné, ils ont une relation, sauf que Toland, qui avait un rubber, donc une capote, dans sa poche depuis des années, s'aperçoit que la capote, eh ben, le plastique ou le caoutchouc a fini par durcir. La capote, elle est inutilisable. Et donc, bon, ben, il en résulte un bébé. Et c'est plus ou moins ce qui est arrivé à Howard Krause lui-même. Il a eu, en fait, lui et son ami de l'époque ont eu donc un bébé qu'ils ont, comme dans l'histoire, donné pour qu'il soit adopté. Et là où l'histoire est extraordinaire, c'est que bien des années après, cette petite fille, devenue une femme adulte, l'a retrouvée et est devenu membre de sa famille, quoi. Il est devenu grand-père. Et donc, il y a donc beaucoup d'éléments autobiographiques dans cette histoire, mais il y a aussi beaucoup d'éléments qui viennent de la documentation qu'il a faite, parce qu'il s'est fortement documenté, parce que quand même, lui à l'époque, il n'était pas étudiant, il était étudiant, donc il n'était pas au cœur des luttes des Noirs pour le droit civique. Donc dans cette édition, il raconte aussi tout le travail de documentation qu'il a dû faire, etc. C'est assez passionnant. Et bref, tout ça donne un livre qui est très riche, qui ne parle pas d'une seule chose. Vous voyez, Mauss, on peut le décrire en une phrase. Il n'y a pas... Vous savez, il y a une expression, c'est elevator pitch. Le pitch qu'on peut faire dans un ascenseur quand on essaye de vendre quelque chose à quelqu'un. Ben là, il n'y a pas de elevator pitch pour Stock Rubber Baby. C'est une œuvre extrêmement riche, et ça, on s'en est aperçu avec la personne avec qui j'ai travaillé chez Casterman, quand on a retravaillé le texte. C'est qu'il y a énormément de choses, on peut le lire, le relire, on va trouver encore toujours de nouvelles choses. Et
Donc je vous incite fortement à le lire, voilà. Et je crois que j'ai... Quelle heure est-il? Il est 20h05. Oh là là, je ne vais pas pouvoir rester beaucoup plus longtemps parce que maintenant... Voilà. Donc voilà. Et donc si vous voulez découvrir Stock Rubber Baby, bon, il est en vente au stand Casterman, mais j'en ai apporté des exemplaires ici, donc si ça vous intéresse. Et j'ai apporté aussi des exemplaires de la revue LGBTBD numéro 3 où j'avais publié une histoire courte de Howard Cruz qui s'appelle Jerry Mac, qui était paru dans Gay Comics et que j'avais traduite et que Howard a lettré lui-même, puisque à l'époque il était encore vivant, donc j'avais pu travailler avec lui. Je ne doutais pas que c'était la dernière fois, mais enfin, ça c'est la petite histoire, mais c'est aussi absolument passionnant. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Oui, bien ici, s'il vous plaît. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je remercie beaucoup la présence des sœurs de la perpétuelle indulgence en ta personne, novice Marie Sarah Cohen. Voilà. Est-ce que tu veux dire deux mots sur la... C'était pas la peine de annoncer, mais c'est pas grave. Deux mots sur les sœurs. Non, juste heureux de donner de la visibilité à cette œuvre qui, comme tu dis, est hyper complète. Les sœurs, on est là pour ça, pour donner de la visibilité à la cause LGBT, mais pas que. Et donc, ravi. Écran total sur Stock Rubber Baby, les sœurs auront le temps de briller en d'autres lieux, en d'autres temps. Voilà. Moi, j'étais ravi de ta conférence. Vraiment une belle œuvre à lire absolument, qui est disponible au Centre Adéos aussi. On l'a achetée et elle est dispo. N'hésitez pas à l'acheter, à la faire dédicacer, peut-être par le traducteur, en allant sur le stand LGBTBD. Et n'oubliez pas que demain, au Centre Adéos, à Lender, il y aura aussi une voilà. conférence sur les super-héros LGBT. Jamais par Camille Alfred, c'est modestement Nio. Voilà, merci beaucoup. Peut-être qu'on pourrait dire deux mots, ce qui s'est produit hier soir aussi. Il y avait un événement auquel on n'a pas pu assister, mais on y était nous, c'est la revanche des crevettes pailletées. Et c'était vraiment un très fort moment, je crois. Parce qu'on s'est aperçu que le deuxième film abordait plus finalement le côté militant que le premier, qui était peut-être quelque chose de très léger. Mais là, vraiment, dans un truc, je ne veux rien dévoiler de l'intrigue, mais on est vraiment dans quelque chose de dramatico-comique. C'est ça. Et que le côté dramatique est quand même très fort. Et c'est porteur du message. Voilà. Je voulais dire ça parce que je sais qu'on a la vidéo, qu'il y a la captation, et ça restera dans la captation. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Et puis on espère donc qu'il y aura un peu plus de monde demain soir, on verra. Donc tout ça, c'est les aléas, c'est aussi l'effet BD qui recommence. Enfin voilà. Merci beaucoup.